Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Le Vrai Dialogue que je présente depuis la capitale algérienne, Alger. Aujourd'hui, notre émission se penche sur une question cruciale, la question palestinienne. Alors que la bande de Gaza est en proie à des bombardements israéliens dévastateurs et qu'une population souffre depuis plus de 16 ans sous un embargo total, il est essentiel de réfléchir à cette question tragique. Les conséquences d'une politique de punition collective visant à se venger du mouvement Hamas sont profondément préoccupantes. Nous examinerons des solutions possibles telles que l'initiative de la Ligue arabe qui propose la reconnaissance de 2 États, un pour les Arabes et un pour les Juifs, avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne. Nous examinerons également si Israël, qui pratique l'apartheid, peut véritablement être considéré comme un pays démocratique. Ces questions sont cruciales pour comprendre la complexité du conflit israélo-palestinien. Nous parlerons également de désinformation, de propagande de guerre et des médias occidentaux qui ne reflètent pas toujours la réalité. Quel rôle l'Union européenne, la Ligue arabe et les grandes puissances, notamment les Américains, peuvent-ils jouer dans la résolution de cette crise humanitaire et politique? J'ai invité pour en parler sur le plateau Hassan Kassimi, ancien haut fonctionnaire algérien, spécialiste des questions sécuritaires, et Sofiane Djellali, président de Jil Jadid. Il nous en rejoint par Zoom depuis Bruxelles Fanny Pellet, directrice de l'ONG Viva Saloud, et de Bruxelles également Rudolf Elkaré, professeur des universités, sociologue et politologue et spécialiste du Moyen-Orient. Restez avec nous pour explorer cette question complexe et discuter des perspectives d'avenir pour la Palestine et la région. À tout de suite. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation et tous les quatre. Et j'aimerais commencer par le carnage ou les carnages qui ont été perpétrés avant-hier, le 31 octobre, mais aussi hier, le 1er novembre, et encore aujourd'hui. J'aimerais vous faire réagir sur ces carnages et je commencerai avec M. Kassimi, s'il vous plaît, votre réaction. Vous savez, nous sommes en train d'assister à des tueries, à des massacres contre des populations civiles. Et là, l'État d'Israël est en train de mener ces opérations d'extermination de populations civiles de manière préméditée, de manière volontaire. Et il faut savoir que les Palestiniens à Gaza n'ont pas d'État, n'ont pas d'armée, et ils sont livrés à la folie meurtrière des bombardements de l'aviation militaire de Tassal. Et là, vous savez, cela nous révolte, cela nous indigne et cela nous afflige. Et la communauté internationale est en train de voir ce qui arrive à une population civile. On pensait malheureusement que ces images n'allaient plus revenir. Et ça nous rappelle de très mauvais souvenirs dans l'histoire. Mais malheureusement, il y a actuellement un processus qui est mené par l'entité sioniste, c'est l'extermination d'une population, c'est faire disparaître toute une population. C'est en quelque sorte la solution finale d'Hitler qu'il a essayé un certain temps de mettre en œuvre pour faire disparaître le peuple juif. Et là, malheureusement, il y a des sionistes qui ont repris cette idéologie à leur compte et qui tentent de faire disparaître tout le peuple palestinien. Monsieur Djellali. Oui, bonsoir. Je crois qu'avant de réagir en tant que politique, où on est censé expliquer et essayer de trouver les arguments pour donner une position par rapport aux événements, mais nous sommes avant cela des humains et donc nous avons une réaction émotionnelle. Et cette émotion est très largement partagée par tous les peuples du monde devant ce carnage, devant ce génocide programmé et de manière froide et cynique. Et ce qui nous paraît absolument insupportable, c'est cette impassibilité, c'est ce cynisme de ce qu'on appelait la communauté internationale
et en particulier de ces pays qui se présentaient comme les défenseurs des droits de l'homme, comme étant les promoteurs de la démocratie, de la liberté d'expression, mais qui applaudissent à travers leurs hommes politiques, à travers leurs dirigeants et à travers l'ensemble de leurs médias, qui se sont alignés de façon odieuse pour soutenir les bourreaux contre les victimes. Merci, Madame Pelé. Je rappelle que Fanny Pelé nous rejoint par par Zoom, depuis le sud de la Belgique, depuis la Wallonie, et plus précisément, Fanny, depuis Florentville. Chigny, le petit village de Chigny. Oui. Carrément, le petit village de Chigny. Votre réaction? Mais c'est aussi, je rejoins mes deux collègues de plateau, demander à 1 million de personnes d'évacuer alors qu'il n'y a nulle part où aller. Pour moi, c'est simplement un crime de guerre. Ces personnes n'avaient pas d'autre choix que de rester. Une collègue sur place qui travaille à l'hôpital Aouda me disait que quand sa cousine est partie vers le sud avec ses 3 enfants et qu'ils ont trouvé la mort depuis, elle a décidé de rester. Il n'y a aucun endroit qui est sûr pour eux. C'est totalement inhumain et il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Une nouvelle journée sans cessez-le-feu, c'est une journée où de nouveaux innocents vont trouver la mort et c'est totalement effroyable. Monsieur El-Karé, depuis Bruxelles. Oui, madame, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Et dans ce sillage, je voudrais dire que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est barbarie. Ce à quoi nous assistons, ce sont des actes barbares. Les gens ne sont pas habitués à voir ce genre d'image, et ça les choque. Ceux qui ont vécu pendant des années, je suis de ceux qui ont accompagné pendant des dizaines d'années, les cheveux blancs, la gestation de cette entité coloniale dans la région, je peux vous dire que ce n'est pas la première fois que nous assistons à des massacres de ce genre. Nous en avons des risques. Je voudrais en citer un. En 1996, au Liban, dans un camp de la FINUL, c'est-à-dire les forces de paix supposément onusiennes, 102 personnes ont été massacrées délibérément par des bombardements israéliens. À la chaîne. Le deuxième point, c'est cette formidable falsification, cette formidable imposture qui va nous faire croire que d'abord ce ne sont pas des civils et ensuite que ce ne sont pas des êtres humains. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, un ministre parlait des Palestiniens comme si c'était des animaux. Et se rejoint ici le troisième point. Au début, si vous voulez, vous avez une réaction humaine. Vos invités ont souligné cet aspect émotionnel. Mais moi, je veux le relier également aux politiques. Ce qui rend la chose encore beaucoup plus grave, c'est ce qui est en train de se passer. Ce massacre de civils, cette barbarie est en fait délibérée. Quel est l'objectif de cette barbarie? Monsieur El-Karé, avant d'aller plus avant. Attendez, laissez-moi juste finir l'idée, si vous permettez. Je veux faire le lien entre cette barbarie inhumaine et les projets politiques dont nous parlerons tout à l'heure, et notamment la volonté de pousser les Palestiniens hors de Palestine et notamment hors de Gaza. Monsieur El-Karé, je reste avec vous, Monsieur El-Karé, pardon. Quel message au fond les Occidentaux sont en train d'envoyer au reste du monde? Allez-y, tuez en toute impunité? Écoutez, moi, le mot occidentaux, pour vous dire que c'est un concept que j'utilise très peu. L'Occident de la Californie, c'est la Chine. Mais par contre, le concept d'Occident collectif, au sens d'uniformisation de la vision politique, de la parole politique, etc., oui, effectivement, et je dirais Occident collectif atlantiste. La vision qu'il donne, bon, d'abord, il y a le fait que, pour la première fois, les masques tombent. Il n'y a pas de message. En fait, le message qu'ils sont en train de donner, c'est que toutes les valeurs qu'ils nous ont vendues pendant des dizaines d'années, et notamment depuis les accords depuis la conférence de Madrid dans cette région, sont nulles et non avenues. Le système des 2 poids et 2 mesures est celui qui régit la politique et de l'Union européenne, qui est devenue totalement dépendante des États-Unis, et des États-Unis eux-mêmes. Il n'y a pas de message. Le message, excusez-moi de le dire sous cette forme-là, c'est que nous, Occident collectif, nous faisons
nous ne faisons pas ce que nous vous disons de faire. Faites ce que nous vous disons de faire et ne faites pas ce que nous disons. Ça signifie que nous sommes finalement des imposteurs et, pardonnez-moi le mot, des menteurs. Lorsque nous racontons aux gens, nous parlons de démocratie, nous parlons de liberté, nous parlons de droit, etc., et qu'on voit ce qui est en train de se passer, lorsqu'on voit qu'à l'ONU, au Conseil de sécurité, les États-Unis et les autres pays qui, dans leur sillage, refusent le cessez-le-feu, on n'a jamais vu ça, on l'a déjà vu avec la situation au Liban en 2006. Je voudrais faire ici également un parallèle. Au 12e jour de la guerre des 33 jours au Liban, Ehud Olmert suppliait les Américains de cesser le feu parce qu'ils commençaient à prendre des coups très sérieux sur le terrain. Et Mme Condoleezza Rice disait non, vous poursuivez la guerre. Et ça se rejoint le point que je voudrais soulever tout à l'heure et qui est tout à fait inédit maintenant. Il n'est pas tout à fait inédit, mais je disais tout à l'heure, les masques sont tombés. Pour la première fois, la direction politique de ce qui se passe sur le terrain et la direction militaire échoua directement aux États-Unis d'Amérique. Lorsque M. Blinken vient en Palestine occupée, participe au Conseil des ministres et au cabinet restreint, prend des décisions, on voit finalement, pour la faire courte et prendre une image, l'entité israélienne est devenue le dernier élément, la dernière étoile dans la bannière, dans le drapeau américain. Et nous allons le voir de plus en plus, et vous allez voir que les décisions qui vont être prises bientôt devront être avalisées par les États-Unis et non pas par Tel Aviv. Fanny Pellet, je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ONG Viva Salud, qui travaille avec une ONG homologue sur le terrain, à Gaza. À votre avis, que se passerait-il si les Russes venaient à bombarder les populations civiles ukrainiennes au phosphore blanc pendant quelques semaines et qu'ils en fassent 10 000 morts? Il y aurait une réaction totalement différente à ce qu'on voit maintenant. C'est vraiment 2 poids 2 mesures qu'on voit actuellement avec l'Europe, par exemple, pour ne pas la citer. C'est une réaction diamétralement opposée à ce qu'on a pu voir lors des horreurs qu'on a pu apercevoir de la guerre en Ukraine. Et là, c'est vraiment... l'Europe a donné carte blanche, feu vert à Israël pour commettre toutes ces atrocités. Et on voit bien que ça ne reflète pas l'opinion de la population des pays qui composent l'Europe. Tous les jours en Belgique, on est dans la rue, dans plusieurs villes de Belgique, et on voit qu'il y a vraiment un énorme hiatus entre nos gouvernements et la population qui veut une autre réaction et qui la veut le plus rapidement possible. Je reviens à vous, Monsieur Kassemi. Dans votre réaction tout à l'heure, vous avez évoqué le concept du sionisme. J'en profite pour vous demander de nous faire en 2 mots, qu'est-ce que c'est le sionisme? Le sionisme est né officiellement en 1897 avec le premier congrès mondial juif à Bâle en Suisse. Mais c'est des idées qui ont existé bien avant, et cela a déjà commencé à Saint-Pétersbourg en 1882, où il y a eu le groupe de Sion, ou les amants de Sion, qui se sont réunis pour un peu discuter de cette philosophie à mettre en place. Puis c'est en 1886 que le concept du sionisme a été formulé par un journaliste autrichien. Mais là, pour l'évolution du sionisme sur le plan international, il y a eu plusieurs étapes qui sont importantes, fondamentales. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots comment cela a évolué. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, le sionisme international s'est allié avec les empires coloniaux. Et il y a une alliance, cette alliance est de nature coloniale. Et là, je vais essayer de vous rapporter ce qui a été dit par Theodor Herzl, qui avait présidé le congrès de Bâle, le premier congrès mondial juif, et qui avait dit que le sionisme serait une plateforme au Moyen-Orient pour combattre les barbares. Déjà, au fond de cette culture sioniste, il y a
il y a des éléments très importants qu'on peut considérer comme du racisme. Et là, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ce concept a évolué et le sionisme international a fait alliance avec le nazisme et le fascisme, mais expurgé de son antisémitisme. Et ensuite, mais cela a été remplacé par d'autres valeurs qui ont fait la promotion de la haine de l'islam et du musulman. Puis la dernière phase que nous sommes du sionisme international, que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la dictature du sionisme international qui est en train de se redéployer aux États-Unis. Il a pris pratiquement toutes les commandes du pouvoir économique, financier et politique en Europe, au sein du Parlement, en France, en Allemagne et dans quelques autres pays, au Maroc. Et là, nous sommes en train d'assister à un processus de domination mondiale, d'une dictature mondiale du sionisme international. Monsieur Gilali. Permettez que j'apporte quelques précisions, Madame Lefebvre. Je viens à vous, ne vous inquiétez pas. Je viens à vous, on a le temps, je viendrai. Monsieur Gilali, Monsieur Qassimi a évoqué le fondateur autrichien, un journaliste qui est Theodor Herzl, et il a fait cette très intéressante réflexion par rapport au fait qu'il fallait combattre ces barbares en parlant des Arabes. Est-ce qu'on peut faire la corrélation aujourd'hui avec ce qui est dit, ça et là, par des Israéliens, mais pas seulement, par d'autres occidentaux, américains, chez nous en Europe, qui parlent, quand ils indiquent la population civile de Gaza, hein, les Palestiniens, ils parlent aussi de combattre le Hamas, le Daesh, ces sauvages, ces barbares. Est-ce qu'on peut faire cette connexion aujourd'hui? Oui, la connexion est dans le discours, bien évidemment. Vous savez très bien, quand on veut éliminer une population, on va lui accoler un titre ou un qualificatif ou une qualité de manière à justifier sa liquidation. Donc le fait de déshumaniser les Gazaouis et plus généralement les Palestiniens, puisque tout à l'heure même votre invité à partir de Bruxelles l'avait dit, le ministre de la Défense israélienne avait dit que les Gazaouis n'étaient que des animaux humanoïdes et donc à ce titre, tout en étant terroristes, il est tout à fait légitime de les liquider. Eux, ceux qui portent les armes, donc les membres de Al-Qassam, mais aussi tout le reste de la population, y compris les enfants, puisque nous avions entendu des députés et des Israéliens expliquer que même à partir de 0 ans d'âge, donc dès la naissance, tous les Palestiniens portent en eux la haine du juif et donc doivent être liquidés de manière tout à fait légitime. Je crois qu'il faut replacer le problème pour qu'il y ait une compréhension, puisque la situation est couverte par un voile de confusion de manière à empêcher les opinions internationales de comprendre les véritables enjeux. Nous sommes face à une colonisation et à un très grand remplacement de population au Proche-Orient. Les Palestiniens sont exclus de leur territoire, remplacés par des populations qui viennent d'un peu partout. Alors ça s'est fait au nom... Un peu partout, d'Europe centrale et d'autres pays. Mais ça se fait au nom de plusieurs choses. Et c'est là où on veut nous expliquer que c'est trop complexe à comprendre et donc il faut accepter les faits tels qu'ils sont. Ça se fait avec une convergence d'intérêts de plusieurs courants. Le courant sioniste, lui-même construit sur une idée messianique, eschatologique, sur le retour du Mashiach. Il y a l'utilisation de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale pour victimiser l'ensemble du peuple juif et justifier vis-à-vis de l'ensemble du monde occidental en particulier et européen, pour justifier ce déplacement de population palestinienne au profit de ces populations qui étaient victimes. Ensuite, il y a une instrumentalisation de la présence occidentale, finalement, sous couvert juif en Palestine, pour maintenir et entretenir un contrôle sur une zone extrêmement sensible qui est le Proche-Orient, puisque c'est une région où il y a de très grandes richesses en hydrocarbures en particulier, et qui est un lieu de passage qui est là depuis des millénaires, puisque c'est le cœur de la civilisation dans le monde. Et là, on est à un moment extrêmement sensible
où on voit que le monde est en train de basculer à la fin de 5 siècles de domination presque absolue du monde occidental, où on voit qu'il y a maintenant une résistance contre ce pôle unique de gestion du monde, avec l'émergence de la Chine et surtout de la rébellion, on va dire ainsi, de la Russie, et que le monde occidental, à leur tête les États-Unis, jouent un peu leur dernière carte de domination dans le monde. S'ils devaient perdre encore une fois le conflit au Proche-Orient, c'est vraiment la fin de la prééminence occidentale sur le monde et le début d'une ère multipolaire. Et c'est pour ça que maintenant, je pense qu'il n'y a plus aucune règle, ni de droit de l'homme, ni de l'image, ni du discours. C'est un cynisme absolu où c'est les États-Unis, dans leur rôle de leadership dans le monde, qui est en jeu, et ils le refuseront. Et on l'a vu ce qu'ils avaient fait en 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. Et je pense que ça peut aller excessivement loin et de manière dramatique pour le Proche-Orient si cette résistance paraît aussi solide qu'on le voit sur le terrain. Permettez-moi de donner la parole à M. El-Karé. Rudolf El-Karé, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, madame, toujours dans le sillage, je souscris à ce qui a été dit. Je voudrais apporter un éclairage supplémentaire sur la question de qu'est-ce que le sionisme. C'est la convergence de différentes dynamiques. Monsieur Castine a parlé de l'idéologie de Herzl. C'est à la fois un élément relevant de l'idéologie et c'est également un élément relevant d'une dynamique politique. Idéologie, d'abord. On ne peut pas comprendre l'émergence du mouvement sioniste dans sa gestation à la fin du XIXe siècle, enfin dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sans le relier à l'émergence du nationalisme allemand. Le sionisme et le nationalisme allemand sont des problèmes européens, et notamment allemands. Les écrits s'entassent sur cette question, mais personne pour l'instant ne veut les voir. C'est une dynamique qu'il faut examiner pour voir comment cette dynamique-là a convergé avec une autre dynamique qui est la dynamique coloniale. Cette dynamique coloniale, ce sont les Britanniques qui l'ont portée. Et ici, je voudrais rappeler si vous voulez, deux étapes importantes dans ce phénomène de convergence. Ce sont les convoitises britanniques et françaises à l'époque sur l'ensemble de ce qu'ils appellent le Proche-Orient, que nous appelons le Mashrek. La question du vocabulaire est extrêmement importante parce que là également, le vocabulaire substitue aux noms que nous nous sommes donnés, substitue des noms qu'ont donnés le mouvement colonial. Nos amis algériens savent très bien que le Maghreb, le Maghreb global actuellement, s'appelait à l'époque coloniale l'Afrique du Nord. Et avant, on appelait ça l'Afrique blanche, si vous vous en souvenez. Le point le plus important dans le développement du sionisme, c'est la volonté britannique d'installer un pôle de contrôle dans cette région du monde qui a été formulé initialement en 1907 par la fameuse conférence initiée par Lord Campbell Bannerman, le premier ministre britannique de l'époque, qui a élaboré toute une stratégie pour l'ensemble de cette région et l'a même mise sur cette région du monde. Le principal ordonnateur, le principal concepteur de cette dynamique, c'est Lord Halford Mackinder, le père de la géopolitique britannique. Pour la faire courte, parce que là, on pourrait s'étaler longtemps sur cette question, vous vous souvenez tous, évidemment, de la promesse dite promesse de Lord Balfour. Eh bien, en 1919, Lord Balfour écrit à son ami, Halford Mackinder écrit à son ami Lord Balfour une lettre dont on dispose aujourd'hui, mais très peu de gens en parlent évidemment, dans laquelle il dit « Nous pouvons désormais expliquer ouvertement les raisons pour lesquelles nous avons décidé la création, et il ne dit pas foyer juif, il dit d'un État juif. Sur la colline, ce qu'il appelle la colline, c'est Jérusalem. Et il dit tout simplement parce que celui qui contrôle la colline contrôlera toutes les voies de communication entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est très important, Monsieur El-Karé. Laissez-moi juste terminer cette phrase, parce que c'est le mouvement qu'il faut comprendre, Madame Lefebvre. Cette dynamique coloniale, plus l'idéologie, a abouti à l'invention de cette entité
qu'on veut appeler un coup, c'était l'État juif, mais lorsque le président américain a juif, il a mis État israélien, État d'Israël, ça aussi, ça montre à quel point, disons, cette entité a été fabriquée, au sens littéral du mot fabriquée. Je ne veux pas entrer ici dans les folies, le délire de Jabotinsky, qui disait il n'y a pas de place dans cette région pour deux peuples, parce qu'il considère que ce qu'ils ont amené, tout ce qu'ils ont drainé vers la Palestine s'appelle un peuple. Je voudrais rappeler simplement deux ou trois choses. La première, ce sont les accords dits de Havara. Et ici, je pèse mes mots et je le dis en toute responsabilité, les documents sont là. Les liens entre le mouvement nazi, le parti nazi et le mouvement sioniste en 1933. Les accords sont clairs. Il y a eu les accords dits de Havara, dans le cadre desquels le mouvement sioniste a demandé au parti de Hitler de pousser les Juifs d'Allemagne et d'Europe de l'Est principalement à émigrer vers la Palestine. Le deuxième point sur lequel je voudrais également insister, c'est cette idée qui est une véritable falsification. Lorsque vous lisez toute la littérature qui a été déversée littéralement, notamment en Europe et dans le monde occidental, sur la gestation de cette entité, on vous raconte également, pour la faire courte, qu'il s'agit d'une terre, la Palestine, sans peuple, pour un peuple sans terre. C'est cette idéologie qui fonctionne aujourd'hui. Et ce à quoi les Israéliens aujourd'hui, et qu'on ne me parle pas de divers, il y a peut-être des minorités qui ne sont pas d'accord, mais la majorité aujourd'hui israélienne dominante est dans ce sillage-là. Il faut évacuer la Palestine de ces êtres humains, évacuer les Palestiniens, faire disparaître les Palestiniens. Et c'est ça qui fait la différence, certains parlent d'apartheid. C'est ça qui fait la différence avec l'avant-dernier État colonial qui a été l'Afrique du Sud. Très bien, monsieur El Karé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je n'attends plus, monsieur El Karé. J'ai 4 invités. Je reviendrai vers vous. Monsieur El Karé, c'est moi qui mène ce débat. Vous êtes un invité très important pour moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai 4 invités. Ne faites pas des réponses très longues. Ce que vous apportez, c'est bien de parler de l'histoire, c'est bien d'expliquer l'histoire. Je vous remercie pour cet éclairage. Quand je reviendrai vers vous tout à l'heure, essayez de faire beaucoup plus ramassé. J'ai 3 autres invités qui attendent. Je vais donner la parole à Madame Fanny Pellet, parce qu'elle est sur le terrain, parce que l'humanitaire à Gaza, elle sait ce que c'est. Et Madame Pellet, j'aimerais bien que vous me dites votre, pas seulement ressenti, mais votre opinion sur l'embargo qui a été imposé à Gaza depuis un peu plus de 16 ans aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ONG Viva Salud, qui est belge, qui travaille en partenariat avec l'ONG Aouda à Gaza. Donc d'abord, votre opinion par rapport à cet embargo. Je vous relancerai juste après sur une question très importante par rapport aux ONG, justement. Je vous en prie. Merci. Gaza est en crise humanitaire depuis 16 ans, donc depuis qu'elle est sous embargo. Gaza est en crise et c'est bien simple, le staff de notre organisation partenaire Aouda nous ont dit qu'ils étaient déjà en mode crise avant le 7 octobre et ils se sentent maintenant incapables de faire face à l'affluence de blessés qui arrivent à eux et à surtout ce qui va arriver en deuxième étape après les bombardements et qui arrive déjà maintenant. Ce sont toutes les épidémies de choléra, la malnutrition des enfants, les maladies de la peau. Donc ce qui les attend est assez de nouveau effroyable. Et depuis 16 ans, ils ne peuvent pas sortir de cette prison. Nous-mêmes, on peut difficilement y entrer. Il n'y a pas d'espoir pour les jeunes. Toutes les maladies ne peuvent pas se soigner dans la bande de Gaza. Et le transfert de patients est très compliqué pour les cancers, par exemple. Donc les gens meurent tout simplement dans cette prison à ciel ouvert. Et donc, ce que nous vivons là, sur ce territoire, est totalement cauchemardesque. La situation était déjà dramatique avant de commencer.
Très bien. Justement, votre témoignage, Madame Paulet, est très important pour nos téléspectateurs. Les ONG, justement, sont une source d'information très importante parce qu'ils sont présents et sur la longue durée, ils sont en contact direct avec les populations. Moi, ma question, c'est de savoir comment on sélectionne les ONG qui vont travailler dans la bande de Gaza. Et quelles sont les conditions, au fond, pour vous admettre, pour vous accepter, et qui décide? Donc nous, on est en partenariat avec Aouda depuis près de 20 ans. Et voilà, tout a démarré avec une initiative de médecins belges dans des camps de réfugiés palestiniens au Liban qui ont gardé contact et qui ont voulu travailler en direct avec Gaza et la Cisjordanie. Et voilà, on n'a pas sélectionné de partenaires sur place, ça s'est fait avec les contacts qu'on avait. Et donc, on a soutenu l'organisation Aouda depuis maintenant 20 ans. C'est un partenaire aussi du ministère de la Coopération belge, donc on reçoit des financements de la Belgique pour faire fonctionner aussi ce projet et ce partenariat. Donc voilà, on est aussi en contact avec la ministre de la Coopération au développement quand on voit que un de leurs hôpitaux risque d'être bombardé. Voilà, on essaye aussi de faire comprendre que ce sont des bâtiments qui ont été financés par la Belgique et qu'il faut aussi, on essaye par tous les moyens de faire réagir notre gouvernement. Mais donc voilà, nous on n'a pas de bureau, Viva Salud n'a pas de bureau sur place, on travaille en direct avec des organisations palestiniennes et il n'y a pas eu vraiment de sélection, ça s'est fait voilà, parce qu'on avait la même vision et qu'on voulait mettre en œuvre notre solidarité avec eux sur place. Oui, ma question n'était pas anodine, hein, j'avoue, à Monsieur Kashimi. Il y a beaucoup d'ONG qui sont sur place et qui sont... et c'est bien sûr le pays qui occupe la Palestine qui décide que telle ou telle ONG n'entre ou n'entre pas pour apporter une aide humanitaire. Mais dans les ONG, il y a à boire et à manger et beaucoup peut-être l'aspect d'ONG humanitaire et finalement ils font peut-être un autre travail pour les Israéliens au niveau du renseignement, j'entends, au niveau de... Vous savez, malheureusement, ce qui se passe actuellement, vous avez vu dernièrement au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu une proposition, un projet de résolution pour arrêter les bombardements et ouvrir des couloirs humanitaires pour apporter de l'aide et de la subsistance aux populations Razaoui. Malheureusement, il y a cette volonté occidentale de vouloir perpétrer un génocide contre les populations palestiniennes à Gaza. Et là, je vais profiter de l'occasion pour citer le professeur Raz Segal. C'est un historien israélien qui a fait ces jours-ci une déclaration disant que tous les actes d'un génocide sont réunis à Gaza. Et là, il y a, sur ces actes, on peut citer 3 éléments. Le premier élément, c'est la volonté. Volonté de détruire un groupe, la volonté de priver une population de moyens de subsistance, ensuite, volonté de provoquer des dégâts et des dommages à des populations civiles. Donc, les 3 actes du génocide sont bien établis. Et là, vous savez que dans des situations pareilles, les auteurs de ces crimes doivent être jugés par la justice internationale et par le tribunal pénal international. Alors justement, moi je vais rester avec vous pour vous demander de réagir justement aux 2 dernières déclarations du procureur général de la TPI en Égypte. Vous savez, j'ai entendu les déclarations du procureur général du TPI lors de son passage en Égypte. Et là, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il a exprimé des émotions. Il a exprimé une opinion, mais en tant qu'homme de loi, nous, on s'attendait à plus. On s'attendait à ce que le procureur général du TPI déclenche une procédure d'abord d'enquête, déclenche des procédés dans la mesure où lui-même reconnaît qu'il y a crime de guerre et crime contre l'humanité, qu'il déclenche des procédures d'arrestation pour pouvoir un peu juger les auteurs de ces crimes, pas juger uniquement Netanyahou, juger Netanyahou, son cabinet, juger pourquoi pas Biden, parce que Biden ne sera pas
éternellement au pouvoir et il sera jugé tôt ou tard, et aussi juger les présidents et chefs de gouvernement occidentaux qui ont rendu visite à Tel Aviv et qui, par ce geste, ont soutenu de manière la plus formelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Monsieur Gilali, Monsieur Kassemi montre du doigt, à tort ou à raison, les chefs d'État et de gouvernement des pays européens et occidentaux en général, mais quid des chefs d'État et de gouvernement de la Ligue des États arabes? Pourquoi, Monsieur Gilali, à ce jour, aucun pays arabe ou dit arabe qui a normalisé ses relations avec l'État d'Israël n'a posé aucun geste, comme par exemple justement rappeler son ambassadeur, rompre ou même juste suspendre les relations diplomatiques, comme a fait déjà 2 pays de l'Amérique du Sud. J'ai cité, Madame, Monsieur, je rappelle au hasard que la Colombie et la Bolivie ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Absolument, je pense qu'il faut faire un lien entre ces gouvernements de certains pays arabes, entre autres, et ces centres de décision dans le monde. Et on peut l'expliquer par des rapports pratiquement de soumission et de chantage des uns par rapport aux autres. Mais si vous me permettez juste une parenthèse, je ne voudrais pas qu'à travers nos positions et nos dénonciations sur ce qui se passe, qu'il y ait une confusion entre ce que nous dénonçons, les responsables de ce génocide, et les peuples d'Occident en général. On l'a vu ces derniers temps, autant les Européens que des Américains, Nord-Américains, mais aussi des Juifs qui se sont élevés absolument contre ce qui se déroule et qui ont dénoncé, à partir de leur position, ces massacres-là. Donc, en aucune façon, nous ne faisons une confusion entre ce qui est religieux, ce qui est ethnique, ce qui est national, avec ces politiques qui sont menées par des centres de décision dans le monde et auxquels sont associés des complices, on va le dire ainsi, dans certains États. Alors, on le voit, les institutions internationales, comment elles se mettent au pas devant les desiderata sionistes. Nous avons vu comment le président du TPI se plaindre que les Israéliens ne veulent pas l'écouter ni lui ouvrir la possibilité de rentrer dans le territoire de Gaza, où on voit les déclarations officielles des représentants d'Israël dire que finalement les résolutions de l'ONU et les décisions de l'ONU, c'est le dernier de leurs soucis. Donc ils sont un pouvoir au-dessus de la communauté internationale. Et malheureusement, beaucoup d'États arabes, pour revenir directement à votre question, se trouvent d'une manière ou d'une autre un peu sous le joug. De très graves problèmes socio-économiques existent. L'Égypte est en grande difficulté. Et au-delà de l'Égypte, d'autres pays, la Syrie a été saccagée, la Libye a été détruite, l'État irakien a été mis à bas. Le Liban aujourd'hui souffre terriblement et il faut dire qu'il y a eu toujours une main extérieure qui a fait que les capitaux libanais sont sortis, qu'on les empêche d'exploiter le gaz qu'il leur revient en Méditerranée, etc. Et donc il y a réellement une forme de soumission et d'intrication entre des intérêts de personnes, de régimes politiques et de centres de décision au niveau mondial. Et on le voit bien depuis au moins une année ou un peu plus, que des rapports dans l'équilibre mondial sont en train d'évoluer, et je pense que c'est ce qui met presque dans une phase hystérique un Occident qui voit peu à peu s'échapper de sa prise un certain nombre de pays extrêmement importants dans le cours des événements à l'avenir. On a vu comment les BRICS se sont élargis à certains pays du Moyen-Orient, comment il y a eu l'établissement d'une paix négociée entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et tout cela ne travaille pas pour l'intérêt d'Israël et ne travaille pas pour l'intérêt des Américains. Les pays arabes que vous venez de citer à juste titre, hein, le Liban,
la Syrie, l'Irak, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays n'ont pas normalisé leur... on ne peut pas leur demander de rappeler leur ambassadeur ou de rompre leurs relations diplomatiques. Moi, je vous posais la question par rapport aux pays qui ont normalisé. C'est choquant. Normalisé, qui ont conclu un accord, enfin les accords d'Abraham. Le Maroc, les Émirats arabes unis, bien avant la Jordanie, l'Égypte. Absolument, ils ont abandonné la cause palestinienne. Ils pensent qu'à raffermir leur régime, sachant que leurs peuples sont totalement mécontents. En tout cas, ce qui se passe au Maroc, par exemple. Les Émirats arabes unis, c'est un autre problème qui se pose, mais il y a eu une trahison claire et nette de la cause palestinienne. Mais le moment est très grave, hein, Monsieur Kassimi, vous avez demandé la parole. Le moment est très grave. Pourquoi ne pas poser un geste aujourd'hui et dire, écoutez, nous annulons ou nous suspendons, du moins, les accords d'Abraham? D'abord, le premier point le plus important. Vous devez savoir que tous les présidents monarques arabes indociles ont été éliminés ou écartés. Ça, c'est très important. Donc il y a eu pratiquement des actions terroristes qui ont été menées par Israël et par les Américains pour écarter de la scène politique tous les dirigeants arabes qui étaient dans le front du refus, souvenez-vous. Et ensuite, vous devez savoir aussi que les accords de paix Camp David, Oslo, il y avait une lueur d'espoir pour aller vers la paix, mais Rabin a été malheureusement assassiné et l'espoir de paix s'est envolé. Puis il y a eu dernièrement l'accord d'Abraham. Et l'accord d'Abraham, vous devez savoir, maintenant tous les trois accords-là sont des accords qui ont été faits par des vainqueurs, ne l'oubliez pas, et qui ont été faits sous la forme de contrats d'adhésion et de contrats contenant des clauses léonines. Donc c'est des rapports de vainqueurs à vaincus qui ont été à l'origine de tous ces accords de paix. Et croyez-moi que le résultat, c'est des accords où on a imposé aux États arabes une soumission sans condition. Maintenant, pour la réaction, pourquoi les Arabes ne réagissent pas actuellement et ne prennent pas des décisions énergiques pour arrêter cette guerre? Les Arabes ont des moyens très forts qui peuvent arrêter en 24 heures cette guerre. Ils peuvent utiliser le moyen de pression le plus important, c'est l'embargo du pétrole et du gaz, et ils peuvent aussi dénoncer les accords de paix, les accords d'Oslo, les accords d'Abraham et les accords de Camp David. Mais là, malheureusement, le monde arabe est dans une situation, et particulièrement au Moyen-Orient, dans une situation de soumission, de dépendance, où c'est des pays qui ont pratiquement perdu leur souveraineté. Ce qui va m'amener à poser la question à M. El-Karé. Il connaît très bien le Moyen-Orient. Et M. El-Karé, avant les accords d'Abraham, tout à fait un peu récents, il y a eu ce qu'on appelle l'initiative de la Ligue des États arabes. On l'a appelé aussi la terre contre la paix. C'était l'Arabie saoudite qui avait porté cette initiative, mais elle n'a pas abouti. Pourquoi ? Premièrement, on ne vous voit plus, madame, on voit admin. Deuxièmement, je vais répondre à votre question, mais je termine ce que je disais tout à l'heure, une formule très lapidaire. Le sionisme, c'est une colonisation de substitution. Ça explique littéralement tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le terrain. Troisièmement, pourquoi est-ce que les États arabes ne réagissent pas? Il faut voir la gestation de toutes les élites politiques arabes en parallèle avec ce qui s'est passé d'ailleurs en Europe, nous en reparlerons tout à l'heure, depuis les accords de Camp David et puis de ce que j'appelle, moi, les accords du kilomètre 101, c'est-à-dire la défection de l'Égypte au moment de la guerre de 1973. La volonté aujourd'hui, qui est celle des Américains et des Israéliens, c'est d'imposer, si vous voulez, l'implantation dans la conscience des populations, à défaut de la faire dans la conscience des populations, la faire au niveau des élites dirigeantes, de cette entité coloniale fabriquée, artificielle, je souligne le mot artificiel, dans les tréfonds de la conscience de ces populations. Tout un travail a été fait, systématique, depuis quasiment 1973. Pourquoi la Ligue arabe ne réagit pas? Parce que la Ligue arabe a successivement perdu sa fonction, si vous voulez, et sa raison d'être d'association.
avec la guerre contre la Syrie, la Ligue arabe a violé sa propre charte. La Ligue arabe a attaqué ou a agressé littéralement, politiquement s'entend, un État fondateur de cette Ligue. Et donc, il y a des vices qui se sont développés au fur et à mesure de l'évolution de la situation des pays arabes. Mais le point le plus important, c'est le suivant. C'est que cette dynamique dont vous parlez, cette dynamique de déliquescence de la Ligue arabe, elle est née après le système d'effondrement des blocs. Tout à l'heure, j'essayais de faire un lien entre la dynamique historique et la situation actuelle. Les accords de Camp David, les accords dits d'Oslo, etc., se sont déroulés dans le cadre de la conférence de Madrid après l'invasion, après la première guerre d'Irak d'une part, et après l'effondrement du système des blocs. Ça crée une dynamique. Et c'est dans le cadre de cette dynamique qu'il faut comprendre, si vous voulez, ce projet qui avait été porté à un moment qui s'appelle la terre contre la paix. Nous avons vu le résultat de ce projet politique. D'abord, la terre a de nouveau été occupée et il n'y a jamais eu autant de colonisation qu'après Oslo et après les accords de 2002 où la Ligue des États arabes, à Beyrouth notamment, a porté ce projet disant nous sommes prêts à faire la paix, à entrer dans un processus de paix, à condition que l'on revienne aux résolutions de l'ONU, au droit international dont personne ne parle d'ailleurs aujourd'hui, sauf pour le violer, et construire, si vous voulez, de nouveaux rapports dans la région sur la base des frontières de 1967 pour un État palestinien, avec Jérusalem comme capitale. Si vous prenez toute la littérature israélienne, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, tout l'objectif est de détruire cette idée. Vous prenez le rapport de Jora Island en 2010, vous prenez le rapport de Martin Sherman en 2014, qui sont des piliers de l'establishment militaro-politique en Israël. Je vous cite simplement le titre du rapport de Martin Sherman en anglais, Gaza must go. Gaza doit disparaître. Et vous voulez qu'il y ait un processus de paix sur cette base, ce n'est plus possible. Or, aujourd'hui, nous entrons, et je terminerai sur ce point pour cette partie-là, nous entrons dans une nouvelle phase historique où toute cette période qui avait vu, d'un côté, l'émergence de projets politiques dont on a vu la déliquescence au fur et à mesure, mais qui se développait en parallèle avec un monde unipolaire dirigé par les États-Unis, c'est ce monde-là qui se termine aujourd'hui. Et donc, le projet dit d'Oslo, tous les projets qui ont été portés dans le cadre de la conférence de Madrid devront être revus et corrigés. Revus et corrigés, vous avez ici deux options. L'option israélienne soutenue par les États-Unis, c'est de faire disparaître la Palestine et de faire disparaître les Palestiniens. Et c'est en ça que je disais que c'est une colonisation de substitution. L'autre projet, c'est une reconstruction complète de la région sur la base de la fin de l'existence d'un État militariste qui est la dernière pointe émergée du mouvement colonial. Et là, comme vous aimez aussi les formules lapidaires, et moi aussi je les aime, le monde qui se termine aujourd'hui, c'est le monde qui est né en 1492, c'est-à-dire toute cette trajectoire coloniale qui a commencé avec la découverte des deux Amériques. Il y a eu toute une série d'étapes. L'avant-dernier État de cette période coloniale, c'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud de l'apartheid a disparu. Aujourd'hui, le dernier État colonial de cette dynamique, de ce mouvement historique, c'est l'État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui, que personne ne me fasse dire ce que je ne dis pas. Je ne parle pas de vous, évidemment. Je parle de certains qui pourraient écouter mes propos. Cet État colonial en tant qu'État, en tant que quantité coloniale, disparaîtra dans cette forme-là. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec les populations et avec la présence physique des gens sur place. Et je termine sur un dernier point. Lorsqu'on parle d'apartheid en Palestine, en fait, on n'effleure qu'une partie de la vérité, parce qu'il y a une grande différence entre l'Afrique du Sud de l'apartheid et la Palestine occupée aujourd'hui. Dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, les bourses n'ont pas dit aux Africains, vous n'existez pas. Ils leur ont dit, vous êtes des undermenschen, vous êtes des sous-hommes. Alors qu'aujourd'hui, le groupe sioniste dominant au sein d'Israël, ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens en
en Israël qui sont contre cette option-là. Ce groupe dominant dit aux Palestiniens, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Et ceci nous amène à rejoindre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. L'objectif, c'est d'annihiler Gaza. Gaza must go on. Mais la deuxième étape, et on le sait, et je terminerai sur les couloirs humanitaires. La deuxième étape, c'est de chasser les Palestiniens de Cisjordanie vers ce qu'ils appellent l'État, vers la Jordanie, État de substitution. Et la troisième étape, c'est évidemment les Palestiniens de 1948. Et les couloirs humanitaires, tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, c'est une idée très louable dans le cadre des situations humanitaires, même s'ils ne résolvent pas les racines du conflit. Mais dans cette situation-là en particulier, à Gaza, les couloirs humanitaires ont pour but de vider Gaza de sa population civile. Voilà. Merci, M. El-Karé, et restez avec nous, bien sûr. Je poserai la prochaine question à Fanny Pellet. Fanny, derrière la casquette de l'humaniste, je rappelle que vous êtes la directrice de l'ONG Viva Salud, derrière cette casquette, ou si vous ôtez cette casquette, vous en avez une autre, celle de la citoyenne belge, la citoyenne européenne. C'est à cette citoyenne que je pose la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire en Belgique et plus globalement, au moins dans nos pays, les pays membres de l'Union européenne, pour sensibiliser le citoyen européen à la vérité, puisque mes confrères mainstream, malheureusement, ils ont jeté l'éponge et ils jettent l'éponge. Et surtout cette fois-ci, quand il s'agit de dénoncer ou juste d'informer de ce qui se passe en Palestine occupée. Ouais, comme vous le dites, il faut constamment continuer à informer sur cette situation. Elle n'est pas complexe, on peut l'expliquer très facilement et on doit continuer à le faire et se mobiliser avec la population pour avoir un effet de levier par rapport à notre gouvernement en Belgique et à tous les gouvernements des pays européens. Et je pense que voilà, on le voit actuellement en Belgique et dans beaucoup de pays du monde, la solidarité continue. La population est vraiment outrée de voir ce qui se passe sous nos yeux à Gaza actuellement et en Cisjordanie plus globalement. Et je pense que c'est ça, c'est notre rôle en tant que Viva Salud, en tout cas, c'est être un des moteurs de la mobilisation en Belgique pour organiser des activités, soutenir des actions et faire parler de cette situation, ne pas la taire et continuer jusqu'à ce que nos gouvernements changent d'avis. Mais on l'a déjà vu sur les 2 premières semaines après le 7 octobre, on a vu un léger changement dans l'opinion publique. Au départ, c'était voilà, solidarité avec Israël, et puis aussi le fait que c'est une situation complexe, on ne peut pas prendre parti, c'est difficile. Mais on voit que voilà, après 2 semaines et les atrocités commises par Israël, les gens ont tout doucement un petit peu changé, et les unes des journaux ont un tout petit peu également évolué. Et donc, je crois qu'il faut continuer, on lâche rien et aller dans cette direction-là, d'informer et de mobiliser pour faire un effet de levier. Très bien. Donc, les peuples européens se mobilisent, ne comptent pas lâcher. Il y a les rues qui sont occupées presque tous les jours dans les grandes capitales européennes pour dénoncer ce carnage, pour dénoncer ce que M. Kassimi a appelé tout à l'heure crime de guerre, génocide, crime contre l'humanité. Monsieur Kassimi, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affaire de légitimation par le sionisme, justement, du génocide, du crime contre l'humanité, le crime de guerre? Et je donnerai après la parole à Monsieur Gelali. Vous savez que dans le monde occidental, il y a une véritable chape de plomb qui a été construite dans le domaine des médias et de l'information. Nous sommes dans la dictature de l'information et rien ne passe, rien ne circule sans les filtres des lobbies sionistes qui sont dans la rétention brutale et violente de l'information. Ça, c'est très important, il faut le dire. Et là, quand j'entends Madame dire que
les opinions publiques occidentales sont en train d'évoluer et sont en train de changer, cela est réconfortant et je pense qu'on devrait faire plus de pression pour que la vérité soit connue de tous et c'est très important. Maintenant, pour les concepts théoriques qui ont été construits par les lobbies sionistes de légitimation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, d'abord, le premier point le plus important, c'est que dans les discours politiques au niveau des médias, c'est qu'on fait toujours en sorte pour faire oublier qu'en Palestine, il y a un colonisateur et un colonisé. Donc cet élément fondamental et important a disparu des systèmes d'information occidentaux. Donc en Palestine, il y a un État israélien et en face, vous avez des barbares et des terroristes. C'est cette information qui circule le plus. Et quand on fait circuler ce genre d'informations, donc toutes les portes sont ouvertes à tous les dérapages. Et là, on doit dire un élément important, c'est que le fondement de cette idéologie de légitimation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Palestine est fondé sur l'idée du droit de se défendre qui a été accordé à l'entité sioniste. Et là, vous devez savoir qu'on ne peut pas accorder le droit de se défendre au colonisateur. Le colonisateur ne se défend pas, le colonisateur tue. Par contre, les Palestiniens sont colonisés et ils ont le droit légitime de se défendre. Ce sont l'ensemble de ces mécanismes en matière d'information qui ont fait l'objet d'une rétention et d'une désinformation pour pouvoir tromper l'opinion publique internationale. Là, il faut revenir au véritable concept qu'actuellement, en Palestine, il y a un véritable processus de massacre, de tuerie, de génocide, et c'est aussi une autre forme d'holocauste contre les populations palestiniennes. Il va fort, hein, M. Kassimi, M. Gilali. J'aimerais bien que vous continuiez dans ce sens-là, mais j'ai envie aussi que vous réagissiez par rapport à la position, cette fois-ci, de l'Union européenne et un certain nombre de pays membres de l'Union, les grands pays, hein, le couple, ce qu'on appelait jusqu'à récemment et encore aujourd'hui, le couple franco-allemand, etc. Leur position par rapport à ce qui se passe en ce moment en Palestine occupée et plus précisément dans la bande de Gaza, leur position est pas très proche, elle est complètement la même que celle des Israéliens et des Américains. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous, ici, pays méditerranéen, qui avez conclu un accord d'association avec l'Union européenne, vous voyez cette position un peu très dure par rapport aux Palestiniens? Non, on l'a vu immédiatement après le 7 octobre, cet alignement totalement partial pour soutenir Israël dans sa volonté de vengeance déclarée et contre la population et les populations civiles. D'ailleurs, on avait été extrêmement choqués lorsque, dès le 8 octobre, je pense, plusieurs pays, les premières puissances de l'Union européenne, avaient proposé de soutenir le boycott et l'embargo pour l'eau, la nourriture, les carburants contre Gaza. Ce qui était absolument insensé, c'était donner un feu vert au génocide. Plus que ça, on voit bien qu'il y a des éléments de langage qui sont partagés entre les différents pouvoirs installés en Europe, mais avec tous les médias mainstream. Et où on voit les animateurs de plateau, les journalistes, les grands journaux, tous s'aligner de façon déséquilibrée complètement. En fait, on assiste à un univers du mensonge, du simulacre et de la comédie qui fait soutien direct à Israël en essayant de bannir complètement les droits des Palestiniens. Mais on le voit depuis très longtemps, en fait, ce mouvement-là a longtemps utilisé la culpabilité des Européens qui avait été travaillée pendant des décennies pour ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait que les Européens, en général, estiment que, quel que soit X, la population israélienne ne peut être que victime.
Mais ce simulacre-là est en train d'exploser, puisque petit à petit, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à une communication beaucoup plus fluide, où on voit que les médias mainstream sont en train d'être totalement discrédités et qu'au contraire, les nouvelles générations comprennent beaucoup mieux ce qui se passe. Ils s'informent beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on voit un clivage entre ceux qui ont peut-être plus de 50 ans, qui sont naturellement pro-israéliens, sans se rendre compte vraiment de l'origine du conflit, comparativement aux jeunes qui, eux, sont beaucoup plus conscients des enjeux. Et à ce titre, moi, je ne peux que dire mon admiration pour beaucoup d'Européens et d'Israéliens aussi, quelquefois, lorsque, contre la volonté des pouvoirs, aident les Palestiniens à faire émerger la vérité. Donc, il y a de l'espoir. Je ne voudrais pas aussi qu'on laisse, à travers cette émission, apparaître comme une impuissance totale face à un monstre qui est en train de manger toute la Palestine, mais aussi d'avoir un pouvoir absolu sur la planète, mais qu'au contraire, aujourd'hui, ce monstre-là est en train de se fissurer, et c'est cette fissure-là qui entraîne ces réactions hystérisées au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais ailleurs aussi, en Amérique latine. Beaucoup de peuples se révoltent. Il y a des États maintenant qui refusent absolument cette hégémonie absolue, et que des États, malgré les destructions qu'ils ont subies, comme l'Irak, la Syrie, le Liban et d'autres pays, malgré cela, il y a une résistance populaire qui ne coule pas dans le moule du discours sioniste. Très bien. Monsieur Kassemi, vous avez demandé la parole, soyez un peu court parce qu'on va en finir. Attendez 2 petites secondes. En plus de ce que vous vouliez ajouter, moi j'aimerais vous poser une partie de la question que j'ai proposée à monsieur Gilali, qui est de savoir pourquoi les hommes politiques ou les décideurs européens, cette fois-ci, se sont rangés vraiment dans la même lignée que leurs homologues américains et israéliens. Pardonnez-moi, la semaine dernière, vous le savez, un sommet européen s'est tenu à Bruxelles. La question de Gaza n'était même pas à l'ordre du jour, mais elle a été quand même évoquée. Et la question était de se mettre d'accord ou pas pour appeler seulement à un cessez-le-feu. Cette proposition a été rejetée par la majorité des chefs d'État et de gouvernement. Ils ont préféré à l'appel au cessez-le-feu à un appel à une pause humanitaire pour permettre aux Gazaouis, à la population de Gaza, de recevoir des aides humanitaires. Avant de répondre, parce qu'on va bientôt finir, comme ça je demanderai à Madame Pelé de préparer sa réponse. Moi, j'ai envie de lui demander, elle qui s'occupe de la partie humanitaire, qu'est-ce qu'elle attend éventuellement des ONG de ce côté-ci de la Méditerranée. Comment, Madame Pelé, vous allez me le dire après, comment les humanitaires de cette région du monde, c'est-à-dire la Méditerranée du Sud, éventuellement votre ONG. Monsieur Kassemi, allez-y. Je vais essayer de vous dire une chose, c'est que le monde est en train d'évoluer. Malheureusement, l'Occident n'évolue pas. L'Occident se maintient dans ses positions et il y a une culture coloniale très forte qui est prégnante dans la doctrine politique occidentale. Et là, nous devons absolument dire que l'Occident doit évoluer, le monde est en train de changer et que le monde, il y a des exigences mondiales d'aller vers un monde plus équilibré, plus juste, et de réduire un peu le champ des tensions parce que le monde va mal, va très mal. Et là, on doit dire aussi, ce qui est important, c'est qu'en matière de liberté d'informer, nous devons absolument retrouver notre dignité, notre possibilité d'exprimer nos opinions et d'exprimer ce qui se passe un peu sur le terrain. Et là, je vais vous citer deux cas de ce qui se passe en matière de rétention et de dictature de l'information. Je vais vous donner d'abord les déclarations de Benjamin Castaldi, ce qu'il avait dit dernièrement. Un journaliste lui avait posé la question, lui a dit « Pourquoi vous n'exprimez pas votre avis au sujet de ce qui se passe à Gaza ?»
Et Benjamin Castaldi avait répondu, si je donne mon avis sur Gaza, je ne mettrai plus les pieds à la télévision. Et je vous donnerai le deuxième cas, c'est celui d'Enrico Macias, qui a fait un appel sur CNews, qui a fait un appel au meurtre directement et personne ne l'avait remis à sa place. Enrico Macias avait dit publiquement que toute personne qui ne condamnerait pas Hamas mérite d'être dégommée physiquement. Et ça, c'est un appel au meurtre, c'est un appel à l'assassinat. Et dans des républiques libérales occidentales, cela est inacceptable et cela est un affront pour la dignité des populations occidentales. Et pour nos téléspectateurs francophones africains, je suis sûre qu'ils le savent, mais je rappelle que Benjamin Castaldi est un jeune chroniqueur sur une télévision française qui s'appelle C8 et qui, je pense, est financé par le milliardaire franco-israélien, M. Vincent Bolloré. Avant de poser ma presque dernière question à Mme Paulet, je poserai une question à au professeur Rudolf El-Karé. J'ai envie qu'on s'arrête un tant soit peu sur ce qu'on appelle la réalité inversée. Vous savez que il paraît que c'est un concept nazi qui consiste à vider le sens d'un mot et de le remplacer par un autre. Et dans mes lectures, j'ai trouvé une phrase toute faite en allemand. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on tassait les Juifs juste parce qu'ils sont juifs dans des camps de concentration. Et à l'entrée de chaque camp de concentration, on trouvait un écriteau avec une petite phrase en allemand. Je ne suis pas germanophone, je vais la lire, pardonnez-moi. Arbeit macht frei, qui veut dire le travail rend libre. Ils ne sont pas libres, mais à force de la lire à chaque fois, ils se sont crus libres et ils travaillaient de plus en plus. Et pour finir, malheureusement, après, on leur demandait, oui, parce qu'ils suaient, on leur demandait d'aller dans les douches parce qu'on allait ouvrir les robinets pour qu'ils prennent leur douche. Mais en fait, on ouvrait, et j'ai beaucoup d'émotions, pardonnez-moi, mais on ouvrait le gaz pour les assassiner. Ils étaient tout nus, donc des enfants à part, les femmes à part, les hommes à part, et on ouvrait les vannes de gaz pour les gazer. C'était des juifs, donc des êtres humains. Et je voulais savoir ce que vous pensez de la propagande, c'est-à-dire de la propagande, de la fake news aujourd'hui, on va le dire de manière très moderne. À force de parler de quelque chose, on va finir par croire à cette chose. Monsieur El-Karé. Je vais vous répondre par des faits, et puis je voudrais après faire un commentaire sur la question de l'Europe, si vous permettez. Je voudrais rappeler ce qu'a dit un colonel de l'armée israélienne en 2002 qui a commandé l'assaut contre le camp de réfugiés de Jenin. Ce colonel, et ça a été repris par le journal Haaretz, puis ensuite rediffusé en langue française par Courrier International, a dit textuellement ce qui suit. Pour attaquer le camp de réfugiés de Jenin, je me suis inspiré du rapport militaire établi par le colonel Jürgen von Stroop, qui a commandé l'assaut contre le ghetto de Varsovie. Ça vous permettra de voir le phénomène de communication qu'il peut y avoir entre deux barbaries. Premier point. Deuxième point, vous parliez de cet écriteau aux entrées des différents camps de concentration nazis en Allemagne et ailleurs, en Allemagne, notamment dans certains pays d'Europe de l'Est. En Europe, on aime beaucoup, malheureusement, les oxymores, c'est-à-dire faire dire dans une phrase le contraire de son sens réel. Et je pourrais vous faire vous extraire des dizaines d'oxymores concernant la situation en Palestine. J'en prends juste un. Lorsque, en 1982, l'armée israélienne envahit le Liban,
Elle l'a fait sous le label Paix en Galilée. Et moi, je disais à l'époque, chaque fois que les Israéliens parlent de paix, écoutez et entendez, au sens d'intelligence, le mot guerre. Maintenant, concernant l'Europe, je pense qu'il est extrêmement important, parce que l'Europe est un enjeu, de relever ce qui suit. Premièrement, l'Europe n'a plus, depuis quelques années, je vais les situer exactement ces années, n'a plus d'autonomie et n'a plus d'indépendance. La situation européenne est dans une situation de dépendance totale vis-à-vis des États-Unis. Je vais vous citer ici une anecdote. Dans un débat avec le ministre Hubert Védrine, il y a quelques années, à l'Institut du monde arabe, où il avait demandé que je sois le répondant pour la publicité de son livre, j'ai décrit la situation de dépendance qui s'était construite autour de la Méditerranée depuis les accords de Barcelone. Ben, interrompu en disant, vous permettez que je vous interrompe, je voudrais dire quelque chose, d'en près. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je lui ai dit, non, dites-moi. Il me dit, en changeant uniquement les noms, vous êtes en train de décrire de façon très précise le type de dépendance que nous, Européens, avons avec les États-Unis. Un des points de rupture dans cette dynamique qui a entraîné l'Europe, ou l'Union européenne plutôt, parce que quand on dit l'Europe, ça aussi c'est un concept à revoir. L'Union européenne, dans cette dépendance vers les États-Unis, c'est lorsque le président français Sarkozy a réintégré l'OTAN. En réintégrant l'OTAN, il a totalement perdu un des éléments de l'indépendance relative de la France et une voie autonome par rapport à d'autres États. Et on a vu progressivement, avec les dirigeants qui se sont succédés, Hollande puis Macron, cette dépendance quasi totale vis-à-vis des États-Unis, au point que M. Macron, et là également je pèse mes mots, et ceux qui ont adopté ce récit sont complices du crime, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, lorsque Macron a adopté le récit israélien les 7 et 8 et 9 octobre, il s'est rendu complice du crime. Et à ce moment-là, Macron s'est totalement discrédité, toutes les valeurs portées par la France se sont effondrées et il n'a même plus eu la possibilité de jouer les médiateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce glissement progressif à l'intérieur de l'Union européenne vers les extrêmes droites. Je ne veux pas entrer ici dans une analyse, mais ce discours, on le voit au sein du Parlement européen, on le voit dans certaines sphères, et je voudrais prendre comme exemple un élément extrêmement significatif de cette uniformisation, si vous voulez, du récit et de la parole politique au cours des derniers mois. Vous avez entendu certainement parler de cette résolution qui a été prise il y a pas longtemps par le Parlement européen, accusant la Russie d'être un État parrain du terrorisme. Eh bien, cette résolution prise par le Parlement européen n'émane pas du Parlement européen. Elle a été prise par l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, adoptée par les sphères d'abord de l'OTAN, puis elle a été reprise et avalisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et en troisième lieu, le Parlement européen l'a adoptée. Pour quelle raison? Parce que le Parlement européen est une formidable caisse de résonance, et à ce moment-là, ceux qui confondent l'Union européenne comme organisme politique et qui voudraient nous faire croire que l'Union européenne est une institution internationale, se sont permis très vite de dire l'Union européenne a condamné, a fait ceci et cela. Nous avons eu exactement le même phénomène avec ce qui s'est passé à Gaza. Le récit israélien au départ, c'était que Hamas était l'équivalent de Daesh, c'est que la résistance palestinienne à Gaza était l'équivalent de Daesh. Puis ensuite, on nous a sorti tous des crimes monstrueux qui se sont autodétruits quelques heures plus tard. L'histoire des 40 bébés décapités et toutes les singeries qu'on nous a sorties pour faire avaler aux gens, si vous voulez, ce récit dominant israélien. Et c'est très important de savoir que cette rupture s'est faite aussi au sein des États. Je ne veux pas allonger l'analyse sur la question, mais je crois qu'au sein des opinions européennes, il y a eu une sorte d'accumulation de frustration, c'est-à-dire qu'on a imposé aux opinions européennes une seule voix, un seul récit, une seule version des faits. Ça s'est passé pendant la période du corona.
indépendant du fait que certains ne veulent pas y croire, mais on a imposé ce récit et malheureusement, les dirigeants européens ont donné des verges pour les battre. Vous connaissez tous l'histoire de Mme von der Leyen et de M. Bourla. On a découvert qu'en fait, il y avait des accointances, et c'est le New York Times qui a demandé que des échanges épistolaires entre Mme von der Leyen et Bourla soient publiés. L'opération est toujours en cours judiciairement aux États-Unis. Il y a eu un même récit qui a été imposé en Ukraine. Je termine sur ce point, Madame Lefebvre. Un même récit qui a été imposé sur ce point en ce qui concerne l'Ukraine, et on a voulu faire la même chose avec Gaza. Seulement, ce récit s'est effondré. Et aujourd'hui, je pense qu'au sein des opinions publiques européennes, entre États européens, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et je crois que pour que ça bouge réellement, il faut que l'Union européenne retrouve son autonomie. Ma question est de savoir si les élites actuellement au pouvoir au sein de l'Union européenne sont capables d'assumer cet adjournament. Donc l'Europe doit s'émanciper de l'OTAN et du grand frère américain. Je donne la parole à Fanny Mellet pour me dire ce qu'elle attend, ce qu'elle attendrait éventuellement de ses homologues de ce côté-ci de la Méditerranée. Merci pour la parole. J'attends que nous puissions parler d'une seule voix et que nous amplifions notre voix via la mobilisation de nos populations pour, demander l'arrêt immédiat de la violence et des massacres, 2, demander la levée du blocus et permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Avant le 7 octobre, il y avait à peu près 500 camions qui passaient la frontière tous les jours. Il en faut aujourd'hui plus que cela au vu de la crise que les Gazaouis subissent et les camions passent pour l'instant au compte-gouttes. Et 3, il faut demander une enquête de l'ONU sur les crimes de guerre commis par toutes les parties afin que leurs auteurs répondent de leurs actes. Et je profite de ce temps d'antenne pour dire que nous avons lancé une campagne de récolte de fonds d'urgence le 8 octobre pour aider notre partenaire Aouda à faire fonctionner ces 2 hôpitaux en ces temps de crise. Et donc, si vous voulez y contribuer, vous trouverez toutes les informations sur le site web de Viva Salud et sur les réseaux sociaux. Merci. Un dernier mot, Monsieur Kassimi. Pardonnez-moi, je vais demander juste à la réalisation de me dire où est la caméra pour que tout à l'heure, je peux dire au revoir aux téléspectateurs parce que je ne l'avais pas demandé avant l'émission. C'est celle-ci. Donc j'ai vu, je vous donne la parole. Un dernier mot. Le mot de la fin, c'est que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Et on ne peut pas faire comme on l'a fait dans le passé. Il y a eu multitude de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, contre les Palestiniens, qui ont été enterrés quelque part dans une armoire au sein du TPI. Maintenant, il faudrait aller plus loin. Et il faudrait absolument que les Nations Unies puissent installer un tribunal. Si le TPI ne fait pas son travail, installer un tribunal, au même titre que celui de Nuremberg, pour juger ces criminels de guerre. Et bien sûr, pour que cela soit inscrit dans l'histoire de la nation, du monde, que l'injustice ne sera jamais impunie. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est de faire appel aux parlementaires européens et de peser de tout leur poids pour que cette guerre s'arrête, pour ouvrir des couloirs humanitaires, pour venir en aide aux populations gazaouies qui sont en train de mourir. Elles n'ont pas d'alimentation, elles n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas d'électricité pour continuer à faire fonctionner les hôpitaux. Et là, nous sommes dans une urgence et une détresse humanitaire. C'est très bien d'avoir fait votre appel au Parlement européen. Je rappelle que le Parlement européen, justement, au lendemain du 7 octobre, a condamné avec une résolution qui a été votée avec une majorité élargie, il a condamné, je cite, le Hamas d'avoir attaqué Israël, mais il a refusé un amendement qui avait été proposé par le groupe Left ou The Left, la gauche unie, qui consistait à dire ajouter aussi la condamnation d'Israël, parce qu'elle avait déjà commencé à riposter, condamner aussi l'offensive de l'armée israélienne à l'encontre de la population civile de Gaza. Un dernier mot, Monsieur Gilali.
Par rapport à ce que vous dites, j'ai personnellement peu d'espoir que les institutions actuelles et les élites européennes aient une réaction d'honneur. Je pense qu'ils ont perdu leur dignité dans cette affaire et au-delà, ils ont perdu aussi leur liberté. Tout le monde sait que ce sont des élites sélectionnées à la base, qu'aujourd'hui, ils sont complètement liés, ligotés par rapport à un système et qu'ils ne peuvent que répondre aux desiderata du système. On l'a vu pour l'exemple, ce qui s'est passé après la destruction du gazoduc Nord Stream 1 et 2 et que l'Allemagne et toutes les élites de ces pays avaient accepté de payer la facture pour le bien de l'hégémon. Je pense qu'aujourd'hui, pour un dernier mot, le projet d'Israël s'est effondré moralement, qu'il est devenu totalement indéfendable et il est illégitime aux yeux du monde entier, aux yeux des peuples du monde entier. Et que forcément, dans le sillage de cet effondrement moral, il y aura un effondrement politique. Parce qu'aujourd'hui, résister contre le sionisme est devenu totalement légitime aux yeux des peuples du monde. Et essayer de confondre l'antisémitisme avec le sionisme n'est qu'un tour de passe-passe, mais qui ne peut pas être agréé par les opinions. Et donc, nous allons voir au fur et à mesure, dans le temps, ce n'est pas pour demain ou après-demain, mais nous allons voir, et là je rejoins M. El Carré, que ce projet-là de l'État d'Israël, en fer de lance d'un Occident qui doit contrôler le Proche-Orient et qui soumet les peuples arabes, est un projet qui est mort maintenant. En attendant que le cadavre soit déclaré et enterré, il faudra prendre un peu de temps probablement. Merci d'avoir rappelé le fait qu'aujourd'hui on veut faire coller aux Arabes, aux musulmans, l'antisémitisme, alors que par définition, ce sont des sémites aussi. Absolument, par définition, un Arabe est aussi un sémite. Et pendant des siècles, les Juifs avaient retrouvé refuge chez les Arabes et chez les musulmans sans qu'il n'y ait de pogrom, contrairement à ce qui s'était passé, puisqu'en 1492, lorsque Grenade était tombée, l'Inquisition avait accolé les titres de Maran aux Juifs qui ont dû s'exiler vers l'Empire ottoman ou vers le Maghreb. Et comme je me charge de l'euro-méditerranéen, il m'arrive souvent de visiter, comme je suis aujourd'hui, je rappelle, je suis en capitale algérienne, Alger, je vais dans la Méditerranée du Sud et je rencontre des Algériens, des Juifs algériens, des Juifs tunisiens, des Juifs marocains, des Juifs égyptiens. Et franchement, ils ne m'ont jamais dit qu'ils sont discriminés ou ils ont subi l'antisémitisme de la part de leurs compatriotes musulmans ou chrétiens en Méditerranée du Sud. Monsieur El Carré, si je vous donne encore la parole, et je suis à Bruxelles constamment, je vous promets, et devant tout le monde, que je vais vous inviter de plus en plus à Bruxelles. Mais ne mobilisez pas la parole, je vous donne 30 secondes et je vous coupe. Allez-y. En 30 secondes, simplement ce que je voudrais dire, c'est que les Américains, les Israéliens et leurs amis dans l'Occident collectif ne fonctionnent pas dans un espace vide. Il y a en face des gens qui résistent, il y a des États qui résistent, il y a des populations qui résistent, il y a des organisations qui résistent. Ils peuvent les qualifier de ce qu'ils veulent. Ils ont inventé Daesh. Ils veulent faire croire que la résistance palestinienne, c'est Daesh. Ils vont se planter complètement et nous allons voir dans les jours qui viennent, le résultat politique de cette action qui est aujourd'hui entreprise sous le label, sous la direction américaine, avec les slogans que vous entendez ici et là dans la presse mainstream. Très bien, de tout cœur, franchement, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous quatre et je sens que je vais faire encore d'autres émissions sur ces carnages, sur ce drame qui se produit aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et je rappelle que la bande de Gaza fait partie de la Palestine. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Merci vraiment. À très vite. Au revoir.